10 ans, je n'ai pas avoir tout vu, mais j'ai vu toutes les typologies de projets qui pouvaient concerner mon métier. J'ai fait de son expérience en France, à l'international, dans le secteur public, dans le privé, auprès des banques, assurances, dans la santé et l'éducation. Entre la douane, la banque centrale, le trésor public, la communication sécurisée intergouvernementale. Alors là où j'investissais le plus en termes de temps, d'effort, d'énergie, Bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Dans les coulisses du succès. Un magazine qui vous décrypte, décortique et dépeint les échecs et les succès des entrepreneurs et des entreprises à succès. Et aujourd'hui, je vous amène en immersion dans la société Acceler. Acceler est une société qui évolue dans la transformation digital, qui a ses clients qui sont repartis sur l'Afrique, sur l'Europe et sur les États-Unis. Vous allez tout simplement adorer. Venez avec moi. Alors, bonjour Monsieur Silla. Bonjour, Kapsa. C'est un plaisir. Merci de nous recevoir. C'est toi, avec un grand plaisir. donc encore bonjour et bienvenue au sein du cabinet Acceler Advisory. Caps, je te remercie donc, pour la visite. Donc Acceler Advisory, donc en Guinée, c'est donc la filiale du cabinet international Acceler Advisory et donc immatriculé en France depuis déjà plusieurs années. Nous sommes donc spécialisés dans la transformation digitale des systèmes d'information. Et nous accompagnons actuellement des clients déjà en Europe, aux États-Unis et depuis plus récemment donc en Guinée également. Pour comprendre ce que nous faisons en termes de digitalisation, il faut d'abord se poser la question sur ce qu'est l'information. Une information au sein d'une entreprise, c'est quelque part, c'est tout quelque part en réalité. En termes de ressources humaines, en termes de finances, en termes de clientèle, en termes de fournisseurs, en termes de processus, en termes de procédures. Tout cela ensemble fait ce qu'on appelle une information. Et lorsque celle-ci est organisée, lorsqu'on crée une forme de conjonction et de coordination entre ces informations pour faire émerger une certaine forme d'intelligence, on parle alors de système d'information. Nous intervenons donc auprès des entreprises pour les aider à digitaliser les processus qui mènent à ces informations. Depuis la capture de l'information, sa transformation, son stockage et sa diffusion. Tout cela pour une finalité qui est très simple, qui tient en 4 mots. C'est d'abord la disponibilité de l'information à tout moment et en tout lieu. L'intégrité de l'information, s'assurer qu'une information qui a été saisie dans un système, qu'elle est toujours intègre, qu'elle n'a pas été corrompue. Ensuite, il y a la confidentialité pour s'assurer qu'une information n'est accessible qu'aux profils qui ont le droit d'y accéder. Et ensuite, la traçabilité. S'assurer que lorsqu'une information a été modifiée, qu'on sache par qui, qu'on sache ce qui a été modifié et surtout qu'on sache quand cela a été modifié. Pour ce faire, donc Acceler se repose sur des ressources humaines aujourd'hui, donc notamment des jeunes Guinéens recrutés en Guinée, formés en Guinée et pas ailleurs pour servir des besoins aussi bien en Guinée qu'à l'étranger. Donc ces jeunes sont pris en stage au sein d'Acceler Advisory pendant 6 mois de formation et de stage et ensuite certains sont retenus sur la base de concours transparents, sur la base de QCM de plus de 500 questions en plusieurs heures. Je vous propose tout de suite donc d'aller rendre visite à un de nos clients pour voir comment est-ce que nous procédons réellement sur le terrain de manière très concrète. Nous sommes dans le centre-ville de Kaloum, précisément chez MSD Logistique, qui est une entreprise évoluant dans le fret maritime. Il a essayé de m'aider dans le système de travail, c'est-à-dire le système de booking, parce que nous, on ne peut pas travailler sans ce système, et un système qui nous permet de faire nos propres BL, c'est-à-dire les bill of loading, et avec le système de facturation. Le service d'Acceler, c'est vraiment un service fiable. MSD est vraiment très satisfait par rapport au service. Alors, quelle est cette solution qu'Acceler Advisory
met à la disposition de ses clients en vue de digitaliser de bout en bout le processus interne et externe. Il s'agit bien sûr de la suite Accelère ERP, qui est un logiciel de gestion intégré pour les petites et moyennes entreprises, le secteur public, les associations, les ONG. Le périmètre de gestion d'Accelère ERP couvre la gestion commerciale et marketing, la gestion financière et comptable, les ressources humaines, les points de vente connectés, le transport et la logistique, la gestion des documents électroniques, la gestion des opérations de production industrielle et la gestion de la communication. Accelère ERP est accessible sur ordinateur, tablette et smartphone. Il peut également être installé et utilisé comme une application autonome ou en ligne sur un serveur mutualisé ou dédié afin d'y accéder depuis n'importe où. Et comme cerise sur le gâteau, Accelère ERP est également disponible comme solution prête à l'emploi dans les services cloud. Dans la poursuite des objectifs, nous collaborons avec l'entreprise Accelère et cette entreprise-là nous apporte beaucoup d'input en matière de production des résultats, tels que la gestion de réseaux informatiques, mais aussi l'installation d'autres systèmes de facturation et de booking. Avant, on faisait des choses manuellement, mais grâce à l'entreprise Accelère, aujourd'hui, les choses se font automatiquement. Donc, c'est le lieu pour moi de dire, encore de renforcer le lien avec cette entreprise pour que MSD soit vraiment compétitif sur le marché. Nous nous dirigeons cette fois-ci à Tombolia, dans la commune de Matoto, au sein de l'entreprise Balimana International, qui est une unité de production d'eau en sachet et en bouteille de 500 ml. Au début, on avait commencé avec les fichiers Excel et moi, j'utilisais également en tant que DAF de l'entreprise Sasari. Mais là, j'ai compris que Sasari n'est pas compris par tout le monde et c'est lourd. Encore, comment on appelle ça, sa gestion liée à la clientèle facturation, c'est tout un problème. C'est pourquoi j'ai fait appel à Accelère Integrator. Donc jusqu'à présent, l'entreprise Balimana International utilisait surtout donc, des solutions non intégrées type Excel et autres. Donc grâce à Accelère Intégration, nous avons pu mettre en place donc, des processus, donc une démarche de qualité qui permet dans un seul système d'accéder à toutes les informations concernant la production, concernant les stocks et concernant la vente en fait, ce qui permet une certaine efficience en termes de suivi de l'activité. Ce qui j'espère en tout cas permettra à Balimana International donc d'atteindre ses objectifs. Alors c'est parti pour la seconde rubrique de ce magazine dans les coulisses du succès qui nous amène à décortiquer, à dépeindre et à décrypter le succès de notre invité. Aujourd'hui, on a le CEO devant nous de Accelère. Bonjour à vous. Bonjour, Caps. Comment ça va? Merci. Très bien en forme? Oui, très bien. Je te remercie. Super. Alors, présente-toi et dis-nous ce que c'est qu'Accelère, ce que fait Accelère et surtout ce qui te passionne avec Accelère. Donc, Amadou Silla, donc, je suis guinéen, je suis ingénieur en sciences appliquées. Je suis spécialisé en génie logiciel et en système d'information. Je suis donc le président de la société Accelère Advisory. Et donc, Accelère Advisory est spécialisé dans la transformation digitale des systèmes d'information. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on ajoute du numérique à ce que savent déjà faire les entreprises, à leur processus métier, à leur organisation, à leur gouvernance. Tout ça pour aller à la recherche de l'efficience, à la recherche de la performance, à la recherche, quelque part, en fait, de l'efficience de leur activité, quelque part. Waouh, ça fait gros. Alors, moi, je t'entends parler de tout ça. Je sens qu'il y a une très grande passion, même à aborder la thématique, en fait. Qu'est-ce qui te passionne véritablement avec Accelère? Alors, ce qui me passionne, donc déjà du fond de mon expérience, déjà, je travaille depuis déjà 2003. Étudiant, je travaillais déjà. Ce qui me passionne, d'abord, c'est le numérique. C'est la capacité, encore une fois, tout à l'heure, comme je le disais, à ajouter du numérique à ce que font les gens habituellement. Puisqu'il faut comprendre, l'informatique, le digital, le numérique, ce sont des outils au service de ce que font déjà les gens, de ce qu'ils savent déjà faire. Et donc, nous sommes là pour, quelque part, garantir l'efficience de ce qu'ils font, pour rendre l'information au cœur de leur activité disponible, pour assurer qu'elle est intègre, pour s'assurer qu'elle est confidentielle et pour s'assurer qu'elle est traçable. Donc, nous intervenons autour des process de toutes ces 4 étapes-là.
Et ce qui me passionne donc dans toute cette histoire-là, c'est que chaque cas client est unique en son genre. Que ce soit en Guinée, que ce soit en Afrique ou par ailleurs dans le monde, aucun cas n'est similaire à un autre. Donc tous les cas sont des défis. Tous les jours, je me réveille le matin en me disant que je vais affronter un nouveau défi. Ça, c'est donc quelque chose qui me passionne. Donc, quelque part, ce qui te passionne avec Acceler, c'est le défi, le challenge et cette compétition de savoir à chaque fois que chaque client est un nouveau cas, une nouvelle découverte, un nouveau process, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, avant de continuer un petit peu en profondeur avec Acceler, moi, je veux bien qu'on revienne un petit peu sur le parcours, sur le passé, parce qu'Acceler, quelque part, si je peux me le permettre, c'est la fin de l'histoire. Mais après, la fin de l'histoire, ce n'est qu'une succession de points. Mais où est-ce que tout a démarré? Donc, ce qui va nous amener à parler un petit peu de comment est-ce qu'Acceler est venu. Donc, tu es parti à la base, tu disais que tu étais guinéen, à la base tu es parti de la Guinée, tu as fait des études en Guinée, tu as fait quoi à l'université, tu as étudié sur la France, tu as fait des stages pratiques, etc. etc. Dis-nous tout. Alors juste pour préciser, tu viens de dire qu'Accélère c'était la fin, mais en fait Accélère c'est une partie, on va dire pour moi c'est que le début quelque part du grand commencement en ce qui me concerne. Alors pour revenir sur mon parcours, donc en effet j'ai fait donc, tout mon cycle secondaire et primaire en Guinée. Donc je suis parti de la Guinée il y a environ 20 ans, après un baccalauréat en sciences mathématiques, donc au lycée Sainte-Marie. Donc je suis parti de Guinée, je suis allé en France. Donc j'ai commencé par... Alors pour précision, la Guinée, tu es parti de la Guinée en quelle année? C'était en 2001. 2001. Là on est en 20 ans. C'est exactement ça. Wow. Donc 20 ans plus tard, donc, me revoici, me revoilà. Donc un parcours donc, de DUG, de mathématiques avancées, à l'université de Strasbourg. Donc j'ai passé 2 ans. Ensuite j'ai fait un concours pour ce qu'on appelle en France les grandes écoles d'ingénieurs. Donc il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est une commission, ce qu'on appelle la CTI, c'est la commission des titres d'ingénieur, qui décide que pour certaines écoles qui respectent certains critères de qualification avec des conditions d'admission qui sont très très compliquées, donc qui sélectionnent sur dossier, sur entretien, donc sur des concours très compliqués. Donc j'ai accédé donc à l'école qu'on appelle l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, donc c'est l'INSA, qui est donc une grande école d'ingénieur en France, ce qu'on appelle catégorie A étoile. Il y en a 10 en France en fait, pour être précis. Donc j'ai fait un parcours de 3 ans, parcours donc dans un département qu'on appelait IF. IF c'est donc l'informatique. Donc j'étais donc dans un parcours d'ingénierie en sciences appliquées. Je me suis spécialisé donc en système d'information et en génie logiciel. Donc un parcours jalonné par plusieurs stages dans différents domaines, dans la marine, dans le parapétrolier, dans le secteur de la pharmacie. J'ai donc terminé donc chez IBM, donc à New York, donc en 2005-2006. Donc un stage au New Jersey Institute of Technology et chez IBM également, qui est à New York, à TJ Watson. Et ça a pris combien de temps? C'était pour un stage à IBM aussi? C'était pour un stage pendant 6 mois, donc un stage de fin d'études. Donc je précise quand même que pendant ma formation également, je travaillais déjà avec Microsoft. Cela a duré pendant 3 ans. C'était entre 2003 et 2006. J'étais donc ingénieur support pour les produits Microsoft. Donc dans une cellule au sein de mon école, donc l'INSA de Lyon. Donc j'étais déjà très au début de ma carrière, en fait, en contact donc, des clients. À l'époque, nos clients, c'était notamment le secteur public français, notamment le ministère de l'Éducation. Donc, on était en support auprès donc, des 250 établissements de l'enseignement supérieur en France. Donc très tôt, j'étais en contact avec donc, la clientèle, avec ce que cela requiert en termes de qualité de service, de niveau de service, de disponibilité et aussi tout ce qui concerne le comportement par rapport aux clients, sur l'approche et sur le sens même du service rendu. D'accord, donc du coup, de la France, tu te retrouves à New Jersey, à IBM, pour un stage de 6 mois. Au retour, tu reviens, tu es à Microsoft, c'est ça? Et tu passes 2 ans, 3 ans à Microsoft. Et puis après, c'est quoi la suite? Après, tu rechutes dans une autre boîte, tu travailles à nouveau, ou c'est là où Acceler est né, ou après Microsoft, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Microsoft, c'était pendant en fait ma formation. Donc entre 2003 et 2006, c'était donc mon cycle d'ingénieur. Et IBM est venu ensuite, puisque c'était donc pour couronner ma formation d'ingénieur, et aussi de recherche, puisque j'ai fait à la fois un cycle d'ingénieur et un master en recherche, toujours en informatique. Donc les 6 mois pour couronner toute cette formation, c'était donc chez IBM. Donc retour en France, donc c'était en juin 2006 par là. Donc j'étais donc embauché par Accenture Consulting, c'est donc l'une des plus grosses boîtes dans le domaine des systèmes d'information dans le monde. Plus de 250 000 employés dans le monde. Et donc j'ai été donc embauché comme analyste. J'ai ensuite eu un parcours de consultant et de management. Et donc j'en suis parti
au bout de 6 ans. C'est donc là qu'a suivi donc, la création d'Acceler Advisory. Ok, mais avant de continuer avec Acceler Advisory, c'est important. Accenture, c'est une grosse boîte, je crois, qui se retrouve dans une centaine de pays dans le monde entier. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour y entrer, c'est très, très, très sélectif. D'accord. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de comment la sélection s'y est passée, ce que je sais, étant déjà venu de la Guinée, avec la couleur de la peau, avec quelque part avec l'accent aussi, et avec en compétition avec des meilleurs, la crème de la crème venant de partout. Alors comment la sélection s'y est passée? Comment tu as vécu ce moment-là jusqu'à l'embauche, tout ça? Comment ça s'est passé en fait? Ça n'a pas été évident, parce qu'en réalité, c'était au final mon premier contact aussi avec le monde du conseil proprement dit. Parce que mes stages d'avant, c'était plutôt en immersion dans les entreprises et non pas en tant que consultant. Et Accenture, c'est donc une boîte de consulting. Donc on est embauché pour aller chez les clients pour réaliser des projets dans notre domaine d'expertise qui est donc le génie logiciel et les systèmes d'information. Alors l'avantage que j'ai eu donc, par rapport, je pense, à d'autres personnes, c'est que j'ai toujours été très très motivé pendant les stages. J'étais prêt à envoyer des fois des dizaines, voire des centaines de CV, à faire des dizaines d'entretiens, tout ça pour être prêt le jour J. Donc j'ai passé beaucoup de temps à me préparer, j'ai passé beaucoup de temps à passer des entretiens dans des boîtes diverses et variées, dans des domaines que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est ça aussi ma passion, c'est aussi d'aller des fois dans des contextes où je ne maîtrise rien du tout et voir quelle est ma capacité de réaction par rapport à ce qu'on me posait comme question. Alors ça c'est déjà très intéressant. Moi ce que je retiens à pile là-dedans, tu sais que tu dois aller à Accenture pour un entretien d'embauche. Mais avant, tu te prépares, tu t'entraînes. Déjà, tu amènes ton CV, tu fais des demandes dans une centaine, tu fais des centaines de demandes et tu fais beaucoup d'interviews, d'entretiens, certains qui ne marchent pas. Et à chaque fois que ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te poses la question de savoir ça n'a pas marché? Tu prends conseil, tu améliores pour attaquer, pour faire la seconde demande, etc. Comment tu t'y prends? Parce qu'après, il y en a beaucoup, je m'appuie en fait à ce niveau-là pour dire qu'il y en a beaucoup ici aujourd'hui qui vont notamment regarder cette interview après ce magazine-là, qui vont se dire il est chanceux, ça va pour Silla, moi je ne peux pas, c'est parce qu'il était en France. Mais ce qu'ils ignorent, pour que tu puisses avoir un job, tu as fait des centaines de demandes pour arriver à une demande qui puisse marcher. Cette partie est importante. C'est exactement ça. Et surtout, le nombre de demandes était aussi pour avoir le choix à la fin. Okay. Alors d'abord pour s'entraîner, parce qu'au final, je voulais donc aller dans cette boîte. Je me suis dit, tiens, pour y aller, j'imagine qu'il y a de la compétition. Tout le monde veut y aller, notamment dans mon école. Donc on le savait dès le départ. Mais je me suis dit, déjà, il faut s'entraîner. Et aussi, il faut donc se poser les questions à chaque fois qu'on a donc, eu un échec. Pour moi, c'était un plus quelque part. Parce que l'échec, c'est toujours une leçon, en termes simples, en fait, en tout cas pour celui qui veut progresser. Donc, on fait un entretien, on n'est pas retenu à la première étape, à la deuxième étape, à la énième étape. Pourquoi ça a bloqué, à quel niveau, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'il fallait qu'on dise différemment, etc. Ou qu'est-ce qu'il ne fallait pas qu'on dise plutôt. Donc, pour moi, tout cela, c'était un plus. Parce que j'ai donc eu la volonté de le faire, le travail acharné. Je voulais donc être excellent dans ce que je faisais, comme tu viens de le dire. Quand on est dans un milieu où on n'est pas forcément perçu comme un natif naturel du fait de la couleur de la peau, du fait de l'accent, du fait des origines, ce qui n'est pas forcément un problème, puisque dans le monde, si je prends le cas de la Guinée, si aujourd'hui on a un Chinois qui arrive, ou un Philippin, ou un Indien, on verra tout de suite qu'il est différent. Donc cette différence-là, elle doit toujours exister. Donc dans les contextes où en fait cette différence-là est défavorable, il faut donc être prêt à travailler 2 à 3 fois plus pour être au même niveau que les autres, et voire 4 fois plus pour dépasser ce niveau-là. Donc le travail acharné et surtout s'entraîner à être prêt aux entretiens d'embauche. Alors, tu sais comment là où je veux qu'on vienne maintenant, là, c'est de comprendre, c'était quoi après, tu es retenu par Accenture, qu'est-ce qui se passe? On te dit que tu es retenu, comment tu te sens? Parce qu'après, c'est vraiment un rêve pour un jeune, d'accord, surtout qui vient de la Guinée, qui est dans un milieu où tout le monde sait qu'il est très difficile de rentrer dans une entreprise comme ça. Et finalement, toi, tu es choisi et on t'annonce en ce moment-là comment tu étais, comment tu te sentais, qu'est-ce qui s'est passé en toi en fait? C'était une joie, évidemment, que je ne peux pas exprimer ici. C'était juste énorme. C'était incroyable. Okay. Parce qu'en effet, dans mon école, toute ma promotion, j'avais été le seul à être retenu en fait, dans cette entreprise-là. Donc évidemment, j'y partais en me disant je vais faire mon maximum, mais vu que tout le monde a été refusé, peut-être que j'aurais pas beaucoup de chance. Mais au contraire, les entretiens se sont très très bien passés puisque dès le premier entretien, j'ai eu un très bon feeling avec la personne en face et je pense qu'elle a tellement apprécié l'échange qu'elle m'a même donné des conseils pour
des conseils comportementaux, des conseils en termes de discours, des conseils en termes de contenu de ce que j'allais dire aux prochaines personnes que j'allais rencontrer, tout cela pour mettre toutes les chances de mon côté. Donc c'était un réel plus en fait, c'était une vraie expérience. Déjà. Alors l'autre précision à apporter là-dedans, c'est que dans ton école, de là où tu venais, tu n'étais pas le premier à faire la demande, n'est-ce pas? Il y en avait beaucoup et aucun d'eux n'avait été sélectionné. Alors comment ça se passe avant que tu n'ailles dans l'entretien? Est-ce que tu as eu le temps d'échanger avec ces gens pour avoir leur retour, pour savoir ce qui n'a pas marché? Ou est-ce que parce que tu n'as pas été en contact avec eux avant d'aller en entretien a été un grand plus pour toi pour ne pas avoir des barrières, pour ne pas avoir des blocus, pour pouvoir réussir l'entretien? C'est exactement ça. En effet, je pense que le fait de ne pas être parti en défaitiste en disant de toute façon je ne vais pas y arriver, cela a aidé. Parce que peut-être qu'en ayant été en contact avec les autres, j'aurais peut-être pu penser que ça se passerait mal, puisque c'est toute une promotion quand même, donc des dizaines de gens. Donc j'aurais pu me dire, tiens, si tout le monde y échoue, pourquoi moi j'y arriverai? Donc je suis parti quelque part, non seulement en me disant que j'avais toutes les chances de mon côté, puisqu'en fait ces entreprises mettent en avant plusieurs choses. C'est d'abord l'aspect international du profil. Moi, je viens de Guinée, donc je suis dans un pays étranger. J'ai encore fait des stages dans des pays qui ne sont pas le pays où j'ai fait ma formation de base. Donc cela, quelque part, annonce une certaine forme d'ouverture d'esprit. Et c'est ce que je recherche quelque part. En fait. Alors tu peux partager un petit peu le test, ça se passe comment dans une boîte comme ça? C'est quoi le test a priori? On te pose des questions techniques sur ce que tu as pu apprendre, ou est-ce qu'on te pose des questions qui n'ont absolument rien à voir justement pour mesurer cette ouverture d'esprit, le voir, ou est-ce que c'est pour détecter ou comprendre ta capacité à analyser les problèmes? Le test dans une telle entreprise, comment ça se passe en fait? Alors, le test, en effet, c'est très intéressant comme question. C'est à plusieurs niveaux. Il y a évidemment l'aspect comportemental, parce que quand on est consultant, il y a le comportement qui va avec, chez les clients, l'approche, la capacité de résilience, la capacité aussi de résistance face à certaines situations qui sont des fois difficiles, des fois conflictuelles. Et également, il y a aussi un aspect technique, où évidemment on le met en situation par rapport à ce qu'on a fait comme formation et par rapport à ce que pourrait attendre du futur client. Et donc évidemment après il y a un aspect encore qui est, je pense, je dirais même le plus important, c'est plus le fait de mettre des gens dans des situations où on estime qu'ils n'ont pas de capacité, qu'ils n'ont pas d'éléments pour répondre immédiatement. Pour mon cas par exemple, puisque j'avais un parcours de mathématiques avant cycle d'ingénieur, je suis tombé sur une personne qui aimait aussi les mathématiques. Donc, cette personne-là m'a donc poussé un peu dans mes retranchements en me demandant, oui, vous avez fait des mathématiques, vous connaissez le nombre premier, qu'est-ce que vous évoque par exemple la solitude de nombre premier dans un entretien, dans une boîte d'informatique. Ah oui. Donc c'est intéressant puisque du coup, effectivement, dans le métier, on n'est jamais dans des territoires conquis en fait. On arrive, on ne sait jamais ce qui va se passer. On peut partir avec des sentiments très très défaitistes et se retrouver dans des situations très favorables et vice versa. Donc on doit être capable quelque part de partir des choses qui ne marchent pas du tout, donc les transformer, inverser la vapeur et les mettre quelque part à notre avantage. C'est pour cela que pendant l'entretien, donc des fois c'est fait exprès, on sort un peu, donc on pousse le candidat à sortir de sa zone de confort pour voir justement comment il réagit. Donc, bref, c'est quelque part, c'est pouvoir transformer les difficultés des situations qui ne sont pas en ta faveur en une opportunité pour toi de conquérir le client et quelque part. Alors, toujours avec Accenture, je me focalise beaucoup sur Accenture parce qu'après, ça t'a fait 6 ans d'expérience Accenture et au-delà, c'est une grosse boîte. Et puis, est-ce que tu peux nous partager l'une de tes plus belles expériences terrain avec Accenture, où tu arrives voir un client que vous travaillez avec, etc. Est-ce que tu as un exemple comme ça beaucoup plus pointu à partager? Oui, alors il y a un exemple très concret. Je pense même que c'est celui qui après m'a poussé à, je pense sans doute, à prendre connaissance de ce que je pouvais faire, en dehors d'Accenture aussi. C'était donc une mission où j'avais plus un profil du consultant technique, on appelle ça. Je travaillais donc sur ce qu'on appelle les interfaces entre une application A et une application B. Et il se trouve qu'à un moment donné, il y avait donc un consultant défaillant. Et que nous étions donc en sous-effectif et qu'il fallait absolument quelqu'un pour, entre guillemets, boucher le trou. Donc, par hasard, je me suis retrouvé à jouer ce rôle-là d'expert dans un domaine que je n'avais jamais vu en école, que je n'avais jamais vu auparavant. Et il fallait défendre donc des dossiers devant des clients et qui, eux, sont experts et qui ont donc des fois 20 ans d'expérience. Donc, évidemment, je me suis pris évidemment des remarques très très... Alors comment tu as géré là tu te retrouvais à faire plus que ton travail là? C'est exactement ça. Pour être concret, je jouais le rôle de 4 chefs de projet quelque part. En fait.
puisque en réalité, c'était un projet qui avait été sous-vendu, Ok. donc largement en deçà en fait, du prix de vente habituel. Ok. Donc il fallait davantage de ressources humaines, donc de consultants pour délivrer le projet. Alors, ce qui veut donc dire que tu travailles beaucoup plus d'heures que prévu. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'heures que tu travaillais à la base? Si on travaille 8 heures par jour, toi, tu faisais combien d'heures de travail par jour? Sur cette mission en particulier, j'étais autour de 96 heures environ la semaine. Waouh! Et c'était, Après 16 heures la semaine. C'était tellement exagéré que je me suis fait convoquer à un moment donné par la médecine donc, de l'entreprise Oui. pour comprendre pourquoi j'étais au-delà des 40 heures qui étaient prévues à mon contrat de travail. Donc, La j'étais semaine. 40 heures la semaine. Et toi, tu faisais plus que le double en fait 96 la heures, semaine. Donc 56 heures de plus, De plus. pour être précis. Waouh! Donc c'était une mission très passionnante puisque ça m'a permis de découvrir aussi mes limites Ok. physiques déjà, Ok. jusqu'où je peux aller en termes de travail, en termes de charge de travail. C'était important parce que évidemment j'étais beaucoup plus jeune. Et donc c'était pour moi une très très belle expérience Ok. d'être capable déjà de porter tout seul sur mes épaules la confiance qu'on peut accorder à 4 chefs de projet. Donc tout seul je Alors, représentais. ce projet-là, c'était par exemple, parce que je ne sais pas si c'est un lien avec ce projet, avec le ministère, est-ce que c'est le même projet avec... C'est exactement ça. c'était ce projet. C'est un projet donc, de digitalisation des 256 établissements d'enseignement supérieur en France. 256 établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement supérieur en France. Alors, Waouh, donc une cela- très belle expérience. C'est ça, cela consistait donc à mettre en place un système de gestion administrative, la paye, Oui. de dizaines de milliers de fonctionnaires, donc du ministère. Waouh. Les enseignants, les maîtres de conférences, le personnel enseignant, non enseignant, ouvriers, etc. etc. Donc c'était très passionnant, puisque du coup, il a fallu donc faire quasiment toutes les villes de France. Wow. Et c'était passionnant, puisque ça m'a permis d'abord de découvrir, Découvrir, donc, ces différentes villes, mais aussi découvrir à chaque fois, parce que chaque université au final, c'était un projet à part entière. Ok. Donc à chaque fois, presque on ne faisait pas à zéro, mais en tout cas Ouais. c'était de nouvelles personnes qu'il fallait Ouais. encore convaincre, Ouais. qu'il fallait donc pousser à venir vers nous, puisqu'ils avaient le choix de ne pas adhérer à la démarche. Ouais. Donc c'était à chaque fois... Bah, de nouvelles débloquer la démarches. résistance au changement. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est passionnant, puisque à chaque cas où on réussit à faire adhérer une université, c'est une réussite. Ouais. Donc c'était à ce sens-là que c'était intéressant. D'abord la charge de travail, la confiance qu'on a eu aussi, qu'on a mise en moi plutôt, et donc du coup derrière ce que j'ai pu délivrer, en fait, j'étais donc très très satisfait, puisque je suis parti d'un domaine où j'avais un profil presque technique. Oui. Je me suis retrouvé à presque aider quelquefois les fonctionnaires au moment donc d'aider dans la préparation des décrets, dans les ressources humaines. Waouh. Ce qui de prime abord n'était pas du tout dans mon domaine. Alors, en fait. je recadre. Là, c'est parti très vite. Je recadre rapidement. Alors, d'ingénieur, donc d'un profil de technicien, à un profil qui finit par aider à la rédaction de décrets. C'est ça? C'est ça, à la participation, à la réflexion, etc. Au moment donc de faire les décrets, puisque du coup, mes capacités de compréhension de ce système d'information Oui. m'ont aidé aussi à avoir des capacités d'un point de vue métier Ok. dans le secteur des RH, Ok. des ressources humaines. Ok. Et donc, à ce moment-là, au moment donc d'évoquer donc les projets de décret sur les avancements d'échelons, leur durée, les indices, la valeur des points d'indice, les avancements de chevrons, d'échelons, de promotion interne, d'avancement de grade. Et donc j'avais donc mon mot à dire là-dessus, puisque je voyais justement quel était le pendant, quelle était la conséquence en termes de système d'information pour un fonctionnaire. Donc moi j'avais ce recul-là, et donc je pouvais donner de meilleurs conseils quant à savoir quel point d'indice à mettre, quelle durée il faut mettre, et comment gérer la carrière de combien de personnes, et comment tout cela pouvait ensemble en fait quelque part être cohérent quelque part. Waouh. Mais pour terminer avec Accenture, alors ma dernière question là-dessus, ça serait quelle est la chose, le conseil qu'on t'a donné là-bas à Accenture, ou quelle est la plus grande découverte que tu as pu faire à Accenture? Je pense que l'une des choses qui me marque encore aujourd'hui, que je continue aussi à partager d'ailleurs avec d'autres personnes que je rencontre, c'est donc pendant les premières années, où on apprend, parce que alors quand on est ingénieur, on apprend encore une fois à résoudre des problématiques, c'est ça le rôle d'un ingénieur, Ouais. de manière efficiente, avec la meilleure qualité possible, dans le meilleur délai, avec le meilleur coût. Ouais. C'est ça notre travail à la base. Alors on arrive dans un contexte, dans un monde de consultants, où au-delà de faire quelque chose, il est important aussi de le faire savoir. C'est là où donc on oppose deux choses, ou en tout cas on les met ensemble quelque part. On en fait même une conjonction, je dirais. D'accord. On dit donc pour réussir dans un projet, on dit qu'il y a trois facteurs. Ok. Le premier, c'est d'abord le savoir-faire. Évidemment, Ok. il faut avoir des compétences Ouais. techniques, technologiques, communication, etc. etc. Et puis, il y a, au-delà du faire savoir, du savoir-faire, il y a le faire savoir. D'accord. C'est pas un jeu de mots, c'est Ouais. vraiment important, parce Oui. que du coup, le savoir-faire, c'est ce qu'on sait faire. Ouais. Le faire savoir, Ouais. c'est le fait de le montrer. Aux gens. Ouais. Et puis donc le reste, c'est donc les 20% qui restent, donc 40% de savoir-faire
il y a 40% de faire savoir et 20% de chance. Et là, évidemment, dans toute activité, il y a toujours un facteur chance qui n'est pas forcément négligeable. Mais c'est important pour une personne qui a des compétences, à un moment donné, d'arriver à les exposer pour que ceux qui en ont besoin puissent... on le dit, quelle que soit la qualité d'un produit, si personne ne sait qu'il existe, personne ne l'achètera. Et d'ailleurs, c'est un peu le syndrome de l'expert, en fait. Alors, ça, c'est important pour moi de le préciser pour que les téléspectateurs puissent profiter de cela. La réussite, pour réussir dans un projet, c'est 40% de savoir-faire, 40% de faire savoir et 20% de chance. C'est ça? Exactement. J'ai bien capté. C'est exactement. Alors j'espère que les téléspectateurs en profiteront au max. Mais alors, pour revenir, alors après Accenture, à quel moment l'idée te vient en tête de te mettre à ton propre compte? Comment le déclic est venu? Parce que là, jusqu'à présent, tu bossais, tu apportais de la valeur, tu as eu beaucoup d'expérience, Microsoft, IBM, les États-Unis, la France, des clients un peu partout en Europe. Alors, à partir de quel moment le déclic est venu pour lancer Accélère? C'est très, très intéressant comme question parce qu'en fait, je pense que beaucoup de gens ont des parcours très, très différents en fait en termes de déclic, savoir qu'est-ce qui a motivé le passage dans un contexte où on est employé, un contexte où on est entrepreneur, on crée de l'emploi, on crée de la valeur. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, évidemment, ce que j'ai voulu faire ici en Guinée avec les prémices, on va dire, les premières étapes d'Accélère Advisory, où dès 2006 déjà, j'avais commencé ici à initier des jeunes, donc à les former, à leur mettre un peu les pieds à l'étrier en termes d'intervention sur des sujets qu'ils ne connaissaient pas. En fait. Donc j'avais toujours eu quelque part cette fibre entrepreneuriale là, mais c'était de manière totalement informelle, c'était volontaire, c'était plus un plaisir, un hobby qu'autre chose. Au-delà de ça, donc ça c'est le premier facteur. Donc c'est une volonté d'arriver à réellement formaliser cette activité que j'avais démarrée ici et aussi donc de donner la possibilité, donc de manière très précise, dans des sujets très concrets à l'international, de donner la possibilité à des jeunes ici, mais aussi ailleurs, de pouvoir montrer leur talent, leurs compétences. Des jeunes qui, a priori, on estime qui sont excusez-moi le terme, qui sont bons à rien quelque part. Alors moi je veux savoir. Alors du coup, on revient en 2006. En 2006 déjà, tu commençais à former des jeunes sur la Guinée. Est-ce que ça veut dire que depuis 2006, quelque part dans ta tête, c'était stocké là-bas, qu'un jour, tu allais formaliser une entreprise et te lancer à ton propre compte? Est-ce que depuis 2006, c'était clair pour toi? Alors ça, c'était, on va dire, plus ou moins clair, puisqu'au début, encore une fois, c'était une volonté de bien faire, pas forcément d'un point de vue pro, mais d'un point de vue... c'était plus un plaisir de partager ce que je savais. Parce que j'estime que tout le monde n'a pas forcément eu la chance de partir là où il veut pour apprendre des choses. Donc j'estime que tous ceux qui savent des choses, notamment ceux qui sont partis ailleurs qu'en Guinée, quelque part deviennent naturellement des ambassadeurs de pays. Donc en fait, ils ont un peu, en guillemets, l'obligation morale. Justement. Un sentiment de redevabilité vis-à-vis de son pays. C'est exactement ça le terme, c'est la redevabilité. J'estime que la Guinée m'a formé jusqu'au baccalauréat. Donc pour moi, j'estimais que je devais bien cela aussi à des jeunes qui, à mon âge, aimeraient bien à découvrir autre chose ailleurs. Mais mon souhait, c'était qu'ils puissent le faire sans forcément avoir un parcours aussi difficile que le mien et de beaucoup d'autres Guinéens, en fait, qui ont dû braver quand même beaucoup de difficultés pour s'en sortir. Alors ça, c'est donc le premier point. Le second point, alors quand on a la chance d'intervenir sur de très longs projets, pendant 1, 2, 3 ans, jusqu'à 6 ans, sur des horaires, de fois de 16 à 18 heures à la journée, on a la chance d'apprendre beaucoup de choses. On a la chance de rencontrer beaucoup de gens. On a la chance, en fait, de développer ses compétences, en fait. Et ce qui est bien dans cela, c'est que en 6 ans, je ne dis pas avoir tout vu, mais j'ai vu toutes les typologies de projets qui pouvaient concerner mon métier. Donc j'estime que j'en avais assez vu, en fait. Et donc je suis sorti d'un monde de consultant intégration, je suis rentré dans le monde de consultant, ce qu'on appelait fonctionnel. Et donc j'ai fait un petit encart dans une autre entreprise où donc j'étais donc porteur d'une offre en termes de stratégie, tout ça, de schéma directeur, d'audit et autres. Donc j'y suis resté très peu de temps, puisqu'au final je me retrouvais très limité en termes de choix. Donc ça c'est un point qui est important. Je me sentais un peu comme en cage et j'avais donc la volonté de proposer mes propres offres, développer mon propre carnet d'adresses, d'avoir mes propres clients
et surtout d'être un peu Libre en fait. un peu libre en termes de technologies que je voulais proposer, de nouvelles stratégies de déploiement, de nouvelles stratégies de schéma directeur, de nouveaux modes d'organisation, de nouveaux modes de gouvernance, de nouvelles approches, etc. Et donc je me suis dit que cela ne pourrait pas marcher parce que toutes les entreprises où je passais avaient déjà leur ADN défini. Ok. Donc, Ok. en tant que consultant ou manager, je ne pouvais pas vite arriver comme ça et dire on va tout changer. Ouais. Et donc, cela mène un peu naturellement à une démarche solitaire. Ouais. Donc, c'est un risque qu'on prend, on dit très bien. Je crois en quelque chose, je crois à mes capacités, et je crois aussi à ma chance quelque part. Ouais. Donc, je vais démarrer quelque chose et je vais bien voir ce que cela va donner. Évidemment, c'est pas juste on va dire, de l'espérance, c'était vraiment aussi quelque chose qui était préparé en avance. Ok. Puisque on n'aime pas donc le profil entrepreneur de prime abord, parce que j'étais juste ingénieur. Donc il a fallu donc s'auto-former sur beaucoup de choses, sur la prospection, sur la communication. Ah, parce que là c'est etc. compliqué. Parce qu'en fait, souvent, l'expert, l'ingénieur, ce qu'il sait faire, il est devant la machine, il tape. Après, il n'a pas ce profil d'entrepreneur. Et bien, ça, c'est vraiment switcher vers un autre monde qui n'a rien à voir. Où il faut aller démarcher la clientèle, où il faut recruter des gars, il faut les payer. Alors, toutes ces charges. Alors, comment tu as fait pour jouer, pour développer ce nouveau, si tu veux, ce nouveau profil d'entrepreneur? Alors, quelque part, pour reconvertir, comment réussir donc sa reconversion professionnelle? Parce que là, tu quittes d'ingénieur, entre guillemets, à entrepreneur. Mais alors, entrepreneur dans le monde de Ingénieur, effectivement. Alors, effectivement, la couche qui manque, c'est, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est effectivement la capacité à faire de la prospection, à aller vers des gens, à proposer des services et avant tout, à développer d'abord toute une idée, Ouais. à se forger un ADN. Ouais. Dire, très bien, je pars d'une telle structure vers une nouvelle que je crée. Alors, qu'est-ce qui me différencie? Pourquoi je pars? Et en quoi je vais être différent des autres en fait? Qu'est-ce qui va me permettre de me démarquer? Donc ce qu'on appelle, donc j'ai construit donc l'ADN d'abord de ma structure, c'est beaucoup de temps de réflexion. Évidemment, on observe beaucoup ceux qui font la même chose en France, à l'étranger, comment ils ont fait, combien de temps ils ont mis, qu'est-ce que cela leur a coûté en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'efforts individuels, intrinsèques. Donc c'était beaucoup d'efforts comme ça. J'ai fait beaucoup de salons. Ok. On peut en retrouver dans beaucoup de pays, dans Ok. différentes villes, des salons des entrepreneurs. Ok. J'ai donc rencontré beaucoup de gens. Ok. J'ai donc vu aussi beaucoup de cas d'échecs. D'accord. Et donc tout cela évidemment vient enrichir et vient aussi renforcer la volonté d'aller vers une démarche un peu en solitaire. Donc du coup, tu t'es d'abord rassuré, est-ce que c'était bon, est-ce que ça te correspondait, le profil d'entrepreneur? Tu as d'abord cherché à savoir, est-ce que toi ça te correspond? Tu es allé vers des entrepreneurs, tu as participé à des salons, tu étais sur des forums, tu as appris beaucoup de choses pour comprendre le métier, le nouveau profil que tu devais mettre en fait avant de pouvoir t'y lancer. Est-ce que c'est ça? Ça t'a pris combien de temps? Du genre, tu as quitté du jour au lendemain pour te lancer ou est-ce que tu es resté dans la dernière boîte tout en commençant déjà à explorer ce nouveau monde dans lequel tu devais appartenir avant de prendre la décision justement de partir? Alors la démarche, enfin en tout cas le délai pour partir, pour moi c'était très court. Au final c'est 3 mois. Ok. En 3 mois je savais que je ne me sentais plus dans ce que je faisais et que je voulais faire autre chose. Ok. Donc à ce moment-là, évidemment, l'idée commence un peu à faire son petit chemin. Ok. Donc c'est là déjà que j'ai commencé à préparer l'ADN de ma future démarche, puisque je ne voulais pas celle qui était donc en cours dans les boîtes là où j'étais, qui était très bien, une très bonne boîte, mais qui ne me correspondait plus. Donc en 3 mois, j'ai commencé à forger cette démarche-là. Donc ensuite, ça s'en suivi tout ce que j'expliquais là, donc les salons, les rencontres, tout ça, les retours d'expérience, les difficultés que d'autres ont eues, les succès qu'ils ont rencontrés, etc. Pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça continue à marcher, etc. Et donc, à partir de là, donc, des formalités administratives, des matriculations, etc. Et là, c'était en quelle année? Là, ça c'était plutôt assez récent. La formalisation, c'était autour des années 2014. 2014. Donc 2014, donc si c'est la formalisation qui c'était en 2014, Accélère, c'était en quelle année précisément? À partir de quel moment le nom était clair pour toi? C'est Accélère, je dois me lancer à mon propre compte. Bon, de façon informelle, Accélère, c'était quand en fait? Voilà, alors du coup, l'aspect formel, c'était donc en 2014, donc il y a 7 ans de cela. Mais à l'origine, comme je le disais tantôt, c'était depuis 2006 en fait que j'étais venu à l'époque en Guinée avec quelques ordinateurs que j'avais récupérés par-ci par-là, de milieu de stage. Et donc je les ai mis à disposition de jeunes donc, dans mon quartier, donc, qui
qui ont donc pu découvrir à ce moment-là L'outil l'informatique. informatique. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un certain engouement, il y avait un certain intérêt autour en fait, de leur utilisation. Ok. C'est là que je me suis dit, mais tiens, s'il y a autant d'intérêt, pourquoi ne pas essayer de voir ce qu'on peut faire avec donc ces jeunes dont tout le monde pense qu'on ne peut rien en tirer. Ok. Donc l'idée est venue de là. Donc ça c'était depuis 2006 quelque part. D'accord. Donc entre 2006 et 2014, Oui. quelque part, il y a déjà des activités. Ok. Puisque tous les clients chez lesquels je passais, toutes les rencontres que j'avais eues entre-temps de manière totalement informelle, il y avait donc déjà des besoins qui étaient là. Ok. Donc je répondais déjà à des besoins de clients en France avec mes équipes ici en Guinée. Ok. Donc, Là, on recadre. On recadre. Déjà, bon, avant 2014 déjà, de façon informelle, tu avais déjà des clients. c'est exactement ça. Des clients qui avaient des besoins. Ouais. Et que toi, tu résolvais ces besoins-là à partir des gars que tu avais sur la Guinée. C'est exactement ça. Alors, comment ça se passe? Tu as des clients sur la France, la solution pour résoudre leurs problèmes est développée sur la Guinée. Comment toi, tu t'y prends? Donc, c'est des jeunes que tu as là, que tu as formés à développer ces compétences pour pouvoir résoudre ces problèmes-là, c'est ça? C'est exactement ça. Parce que j'ai toujours eu cette volonté-là, tout à l'heure je le disais encore, de transférer d'abord les compétences donc vers notre pays d'origine, donc la Guinée. Ça c'est vraiment important. Parce que on a tendance à croire que aujourd'hui, en général en Afrique, pour savoir faire des choses, il faut forcément s'expatrier. Oui. Et oui. les conséquences, on les voit. L'immigration Ce sont clandestine, donc, machin, tous les jeunes qui veulent aller là-bas, nos tout ça. frères qui passent par la Méditerranée, par la Libye, etc. C'est très dangereux. Donc j'ai toujours eu cette volonté-là de partager ce que ça va faire. Parce qu'une information partagée, on la duplique. Oui. Contrairement à un bien, lorsqu'on les partage, eh bien, il n'en reste qu'une partie. Ouais. Lorsqu'on partage son expérience, on arrive à la dupliquer et d'autres personnes y ont accès et peuvent potentiellement aussi la partager avec d'autres personnes. Ouais. Donc ça, c'est toujours mon souhait. Le second souhait que j'avais, c'était celui aussi d'injecter des capitaux dans notre pays. Ok. Donc plutôt que de devoir acheter du matériel, des matériaux aussi, des compétences. Ce de qui fait la l'expertise, sortie de devises en fait. ce qui crée une hémorragie financière, on Ouais. le voit encore aujourd'hui. Ouais. Dans quasiment tous les secteurs en Guinée aujourd'hui, que ce soit les télécommunications, les PTP, dans la santé, dans l'éducation, on est systématiquement tenu d'importer de la Chine, de la Turquie, etc. Et donc je me suis dit, très bien, je vais contribuer moi à aussi pouvoir exporter l'expertise guinéenne, l'excellence guinéenne vers l'étranger. Wow. L'avantage, c'est que c'est le savoir-faire, c'est la matière grise, et donc, elle est donc inépuisable. Ouais. Vous voyez, lorsqu'on exporte la bauxite, à un moment donné, la quantité diminue. Ouais. Mais en fait, l'expertise humaine, les connaissances d'une personne, elle est inépuisable. Je sais faire une chose une fois, je peux la dupliquer 100 Plusieurs fois, fois. 1000 fois. Donc c'était un peu ça, en fait, le sens de ma démarche. Donc je le faisais de manière informelle depuis 2006. Et donc le principe, il est très simple. Je pars avec une vingtaine de jeunes sur une période de 12 mois qui sont donc formés avec mes outils au début à distance parce que j'avais un contrat, je travaillais là-bas donc en présentiel donc. Donc au bout de 6 mois, j'en garde que 10 en fait. Donc il y a 10 autres qui partent parce qu'il y a un concours QCM que je propose. Et donc les 10 sont pris en stage pendant 6 mois. D'accord. Et encore au bout de 6 mois, il y en a 5 autres qui partent, il n'en reste que 5. Ce qui veut dire que tous les ans, je récupère à peu près, j'en garde 5 sur 20. Ce qui fait à peu près donc un quart, 25% de personnes que je garde tous les ans. Donc je les forme effectivement d'abord aux aspects technologiques de la chose. Donc effectivement au développement, au réseau, etc., à l'infrastructure, au système, à la maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre, au support, à la solution, etc. Mais au-delà de ça, je vois très bien que les jeunes, ne serait-ce qu'avec un niveau bac, ont déjà beaucoup de capacités, qui savent faire beaucoup de choses, notamment d'un point de vue algorithmique. Alors là où j'investissais le plus en termes de temps, d'effort, d'énergie, c'est sur des notions beaucoup plus en guillemets terre à terre. C'est d'abord sur la qualité. Qu'est-ce que c'est que la qualité en fait quand je livre un travail? On voit très bien, je prends un produit fini, quel qu'il soit, d'ailleurs une table, une chaise, la différence se situe sur le rendu final du produit. Alors c'est pareil en informatique, la qualité. C'est une notion qui est essentielle en fait, par exemple. Par exemple, la non-qualité, on la définit par exemple par la sous-qualité ou la sur-qualité. Donc le fait de vouloir faire plus que ce qu'on demande, par exemple, puisque cela requiert dans le futur de passer plus de temps à réparer si jamais il y a un souci. Donc il y a la qualité, il y a également la rigueur. La rigueur dans le sens où on commence un travail, on le fait proprement, on le fait correctement. Évidemment, les deux vont ensemble. Et bien également, il y a
il y a la ponctualité, il y a l'assiduité, notamment dans un projet, lorsque par exemple on travaille ensemble X personnes, X équipes, et que le travail d'une équipe dépend d'une autre équipe en amont, Oui. le fait de ne pas respecter le délai impacte une autre équipe L'ensemble, et qui donc en cascade, on peut arriver à impacter tout un projet parce qu'une seule équipe n'a pas rendu son travail à temps. Donc c'est vraiment sur ces aspects d'assiduité, de ponctualité, Genre, de rigueur. d'abord, tu t'es concentré sur la valeur. Tu as travaillé, tu as développé une certaine valeur. C'est chez les jeunes là d'abord. C'est exactement Donc ça. ça a été ta priorité en fait. C'est exactement ça. Parce que je D'accord. savais bien que les aspects techniques, technologiques Ouais, il étaient faut pour moi développer. les plus faciles en fait. Ok. Et qu'une personne, ne serait-ce qu'avec un bac mathématique ou un bac plus 2, était capable de comprendre l'algorithmique et donc de faire des logiciels plus tard. Ça, c'était pas un souci en réalité. Le souci pour moi, c'était qu'on ait des personnes en face qui soient fiables, Ouais. qui sachent ce qu'est la qualité, le respect d'un délai, ce qu'est le respect du temps, le respect du coût, le travail en équipe. Et comment est-ce qu'ils peuvent s'inter-impacter en cas de retard. Lorsque la qualité de l'interface n'est pas bien, comment ça impacte tout le projet. C'est vrai. Donc au final, tout le monde dans le même bateau. Et comment est-ce que tout cela contribue quelque part à l'émergence d'une sorte d'intelligence d'équipe, mais en groupe, chacun avec une contribution à son niveau. Après, ce qui est intéressant là-dedans pour moi, parce que ce point c'est très important, aujourd'hui il y en a beaucoup qui vont venir, notamment il y a beaucoup d'entreprises qui sont là. Quand ces entreprises viennent pour recruter, diront on a besoin de telle personne qui a 5 ans, 10 ans d'expérience, on a besoin de cette personne qui soit à ce niveau de compétence, etc. C'est qui est tout le contraire chez toi. Parce qu'après, à regarder de très près, il y a pas que il y a des gens souvent que tu prends qui n'ont même pas la licence. Il y a des gens que tu prends des fois, tu n'es même pas obligé. Qui n'ont que le bac plus Qui n'ont deux, que, par exemple. qui n'ont que le bac, par exemple. Et Ouais. toi, comment tu fais en fait pour te dire qu'en réalité, uniquement quelqu'un qui a un bac mathématique ou un bac expérimental, uniquement qu'avec ça, moi, je peux le développer, le bosser ses compétences, développer les valeurs qu'il faut pour qu'après, il puisse devenir ce produit ou cette valeur sûre sur laquelle je peux miser pour résoudre ces problèmes ou apporter des solutions à mes clients qui sont à l'international. Oui, et ça c'est en effet, alors d'abord c'était un défi, mais aussi c'est l'expérience qui me l'a prouvé aussi. Ok, C'est-à-dire que de prime abord, je ne le savais pas. d'accord. Parce que lorsque j'ai démarré avec des jeunes issus, je ne savais pas ce que ça allait donner Ok. en réalité. Mais l'expérience m'a prouvé qu'en leur donnant les moyens, qu'en les mettant en situation et qu'en leur faisant confiance, qu'en les coachant, et là on se retrouve dans ton domaine, Ouais. ils peuvent quelque part produire quelque chose de qualité, à l'instar de ce qu'on retrouve dans les pays du Maghreb, en Europe de l'Est, en Inde, qui sont aujourd'hui la base arrière de nombreux pays qui vont chercher donc des compétences techniques, notamment en informatique. Donc c'était un défi de faire comme cela, de se dire, mais tiens, tout le monde pense que les jeunes Guinéens sont à rien, qu'on ne peut rien tirer. Je dis, mais pourquoi un jeune Guinéen serait moins bon qu'un jeune qui vient d'ailleurs? Moi, je ne comprenais pas, je n'étais pas d'accord avec l'approche. Donc, je me suis dit, tiens, plutôt que de chercher la compétence toute faite tout de suite, que d'ailleurs je ne trouvais pas de toute façon, je me suis dit, tiens, je vais construire ce dont j'ai besoin. Je vais donc produire les ressources humaines avec la qualité, le niveau de rigueur, avec les compétences que je souhaite. Évidemment, c'est beaucoup de travail, puisque évidemment, ça aurait été plus facile pour moi de trouver tout de suite la bonne ressource pour la mettre sur le bon projet. Mais je me suis dit, aujourd'hui, je veux quelque chose, je ne l'ai pas, bah, plutôt que de chercher à l'avoir pour de fonderie, je vais arriver tout seul à construire donc, le profil idéal pour mon besoin. Et le besoin, je le connais déjà puisque c'est dans mon milieu, je connais mes clients, je connais leurs besoins, je connais le niveau de service qui s'attendent, le niveau de qualité, de rigueur, etc. Et donc, en allant ainsi, on donne donc la chance à des jeunes. Alors très bien, maintenant aujourd'hui à date, tu as combien de jeunes qui sont à Accélère, que tu as dans le process 2006, 5 jeunes par année. Aujourd'hui, tu en as combien de jeunes? Alors si je compte, c'est à peu près 9 ans à raison de 5 par année, parce qu'au final, le recrutement, il a vraiment commencé là. Ok. On compte autour de 45. 45 jeunes À raison de 5 de plus chaque année. chaque année. En moyenne. Donc en fait, tu as 45 jeunes Guinéens que tu as détectés en Guinée, tu as développé le potentiel qu'il faut, tu leur as fait bosser les compétences qu'il faut, qui aujourd'hui sont installés en Guinée et qui développent des solutions informatiques pour ton entreprise Accélère et qui répondent à des problématiques digitaux, à des solutions l'international. à l'international, sur l'Afrique, sur la France d'Europe et sur les États-Unis. C'est exactement ça. Essentiellement aujourd'hui l'Europe et les États-Unis en fait par exemple. Donc tu as tous tes clients à l'international, C'est exactement tu ça. décroches des contrats là-bas et après tu Je réalise réalises ça en Guinée en Guinée. avec des jeunes
guinéens, C'est comme ça. pour dire que les jeunes Guinéens ont du talent et du potentiel, encore une fois. c'est Il exactement faut un bon manager pour réveiller ce potentiel en eux et surtout pour leur donner confiance et les ouvrir ce champ de perception de possibilités. Alors l'autre chose, parce qu'on est presque à la fin de l'interview. Alors moi, j'ai 2 ou 3 questions rapides pour terminer. On va aller très vite, très pointu. Alors la première, c'est de tout ce que tu as traversé. Quel est aujourd'hui le plus gros échec que tu as pu vivre? Ton plus gros échec? Ça, c'est une très bonne question parce que les échecs, il y en a eu beaucoup. Au final, je pense que sur le parcours, je pense qu'on tombe plus sur des situations difficiles, mais au final, qui pour moi sont aussi importantes, sinon même plus importantes que les réussites, puisque quelque part, cela vient forger notre personnalité. Cela vient questionner notre volonté, cela vient questionner aussi notre capacité de résilience. J'ai échoué une fois, j'ai échoué 2 fois, est-ce que je vais continuer? Est-ce que j'ai vraiment la volonté de le faire? Et lorsqu'on arrive à aller au-delà de ça, cela veut réellement dire que, par exemple, on a envie d'y aller, quoi, en fait. On a envie d'y aller. Alors, un exemple d'échec, un véritable exemple. Alors, en fait, Un projet, par exemple, en Guinée, tu es venu, tu as eu des jeunes. Oui. Tout le monde n'est pas. Au début, est-ce que tu as eu des jeunes, par exemple, tes machines, qui devaient partir avec tes machines, des jeunes qui étaient sur le terrain, qui gagnaient de l'argent, mais qui ne travaillaient pas, des trucs du genre? Alors, en termes d'échec, effectivement, il y a une situation donc en lien avec ce que tu évoques, c'est l'approche que j'avais avec la motivation des jeunes. Puisque, évidemment, on est tous humains, en fait. Donc, on a toujours des velléités à faire le service minimum, etc. Pour faire exactement le strict minimum syndical pour ensuite repartir. Et donc, au début, j'ai eu donc des difficultés avec cela. Puisque du coup, en face, j'avais des personnes que je payais pour un travail et qui trouvaient des arguments de maladie, de décès, de mariage, de baptême, il fait chaud, il pleut, avec des voitures. Et donc, j'ai dû donc changer mon fusil d'épaule, en fait, quelque part. J'ai donc dû trouver un modèle différent pour donc intéresser les jeunes, pour les motiver davantage. Et ce modèle, c'est l'agilité. L'agilité, c'est quoi? C'est au final, plutôt que de chercher à développer, par exemple, un produit sur toute une durée avec des cycles très longs, on met en place des périodes très courtes, de 2 semaines, qu'on appelle des sprints, en fait. C'est le modèle Scrum, en fait, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le jargon en informatique. Donc à ce niveau, un projet est défini comme un puzzle. Un puzzle a plusieurs bouts. Voilà, il y a les angles, il y a les images du milieu, en haut, en bas, etc. Au final, les projets, lorsqu'ils sont définis, ils sont définis par petits bouts. Chaque bout, c'est au final un sprint de 2 semaines, par exemple. Et un sprint est constitué de plusieurs thématiques. C'est un écran, c'est un bouton, c'est une fonctionnalité, c'est un rapport, c'est une interface. C'est beaucoup de choses qui sont liées avec un produit. Et chaque jeune que j'ai ici a la capacité de choisir une fiche qu'il réalise. La fiche qu'il réalise a un coût, a une valeur. Donc chacun est rémunéré à la fin du mois sur la base du nombre de fiches qu'il a réalisées. Donc cela m'a permis quelque part de couvrir la problématique initiale, qui est celle du fait de payer quelqu'un qui ne délivre pas le travail attendu. Donc, on n'est pas payé pour le nombre d'heures travaillées, mais on est payé plutôt pour le résultat. Pour le résultat final. Donc chacun d'eux a un laptop. Ils ont le droit de travailler donc au bureau, ils peuvent travailler de la maison, ils peuvent travailler de n'importe où. L'essentiel est que le produit fini soit visible, qu'il soit potable, qu'il soit de qualité et surtout qu'il soit validé par mon client. Alors on nous signale qu'on n'a plus assez de temps. Et l'autre question rapide, c'est qu'aujourd'hui, Accélère et avec la Guinée rencontre aujourd'hui un véritable problème de transformation digitale. Alors qu'est-ce qu'Accélère peut apporter à la Guinée? On a le marché Madina, on a l'éducation, on a la douane, on a la santé, on a tous ces différents secteurs, on a la fonction publique. Je ne te dis pas, beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et donc, il ne faut pas que la Guinée rate la 4e révolution, la révolution numérique. Accélère en Guinée, Accélère au beau milieu de toute cette problématique de la Guinée. Quelle solution? En effet. Alors, pour répondre à votre question, alors de manière très concrète, du fait de son expérience en France, à l'international, dans le secteur public, dans le privé, auprès des banques, assurances, dans la santé et l'éducation, aujourd'hui, on peut accompagner la Guinée dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur d'abord du secteur public, en fait, auprès du gouvernement. On a des solutions de gouvernance, des solutions d'interconnexion entre la douane, la Banque centrale, le Trésor public, la communication sécurisée intergouvernementale, des solutions pour interconnecter tous les hôpitaux du pays,
pour qu'un patient qui est un malade à zéro Corée, qui est évacué à Conakry, qu'on sache exactement quel est son parcours, quels sont ses antécédents, quelles sont ses allergies, un système d'interconnexion de tous les hôpitaux de Guinée, un système qui permet également d'interconnecter tous les agents publics en Guinée, notamment d'un point de vue de la sécurité routière, par exemple, qui permet, par exemple, pour un policier qui est au bord de la route, de ne plus avoir à courir derrière un motard ou un taxi parce que sa plaque est automatiquement enregistrée. On sait qui est le chauffeur, on sait quel est le véhicule, on connaît la plaque d'immatriculation, on connaît l'état du contrôle technique du véhicule, on connaît également si le véhicule est assuré ou pas. Est-ce qu'Axceler aujourd'hui a des clients déjà sur la Guinée? Alors, Axceler Advisory commence un peu à développer son réseau en Guinée, puisque jusqu'à présent, les clients sont essentiellement en Europe et en Amérique, comme je disais tantôt. Et d'ailleurs, dans le secteur privé, nous avons de nombreuses solutions de gestion complète de tout ce dont peut avoir besoin d'entreprise, aussi bien dans les ressources humaines, dans le domaine de la finance, de la logistique, du transport, dans le secteur de la marine, du parapétrolier, de l'agriculture. Dans de nombreux secteurs aujourd'hui, nous avons des solutions clés en main que nous pouvons développer, mais nous avons également des solutions sur étagère que nous pouvons paramétrer pour mettre à disposition des acteurs aussi bien du secteur public que du secteur privé. Bref, Axceler, c'est un tout en un. Alors, pour terminer, dernière chose, dernier message, surtout à l'endroit de la jeunesse guinéenne et surtout de la diaspora guinéenne qui se retrouve en France, ailleurs. Alors, si j'avais un message pour la diaspora, alors évidemment, c'est chacun a son projet personnel, chacun a ses contraintes familiales, ses contraintes financières, professionnelles. Alors, si j'avais un message, ce serait celui de dire que toute personne qui estime être redevable envers la Guinée du fait d'avoir été formée ici au minimum jusqu'au primaire, au collège, au lycée, voire au-delà, c'est de se sentir comme un ambassadeur de la Guinée et quelque part de faire en sorte d'apporter le peu qui est possible en tenant compte des différentes contraintes que j'ai évoquées, financières, calendaires et autres, donc notamment de transférer donc, les compétences, donc partager ce qu'on sait faire avec les jeunes ici pour ne pas les obliger à faire notre parcours avec toutes les difficultés qu'ils ont jalonnées pour accéder donc à la connaissance, accéder à l'international. Ce serait mon message pour la diaspora. Pas forcément être présent en Guinée, mais arriver à faire des choses même à distance avec les jeunes guinéens. Cela serait un vrai plus. La jeunesse guinéenne, c'est une mine d'or qui ne demande qu'à être exploitée. Mon expérience le prouve quelque part. Je suis parti avec des jeunes qui, a priori, on estimait ne pouvoir rien en tirer. Mais quelque part aujourd'hui, on voit qu'en les peaufinant, en les mettant à l'épreuve, en leur donnant les moyens, en les coachant comme il faut, on arrive à en tirer quelque chose de potable. Et mon message aux jeunes guinéens, c'est celui de ne pas rester assis les bras croisés. C'est celui d'être toujours à la recherche de quelque chose. Aujourd'hui, on en parlait tantôt, avec le numérique désormais, il n'y a plus de frontières. L'accès à la connaissance n'est plus uniquement dans les bibliothèques ou dans les écoles, c'est aussi sur Internet. Et donc, il faut que chacun mette à profit son accès à Internet, par exemple, pour accéder à la connaissance sur YouTube, sur de nombreux sites dédiés pour se former, ne pas attendre que tout vienne des parents, que tout vienne de l'État, que tout vienne des enseignants, par exemple. Être capable de s'auto-former, oser prendre le risque, sortir de sa zone de confort. Et donc, je suis sûr que chaque Guinéen aujourd'hui qu'on estime ne pas être capable est quelqu'un qui plus tard peut être en fait l'un des futurs inventeurs, notamment dans le domaine du numérique. J'en suis convaincu en fait. Et encore une fois, l'expérience le prouve. Donc, il faut qu'on se mette à la tâche. Nous avons la chance d'avoir une population très jeune. Et bien, cette jeunesse-là, encore une fois, c'est une mine d'or et il faut peaufiner cette or-là pour en faire quelque chose de si important que tout le monde vienne en Guinée chercher les compétences, l'expertise et les produits que nous sommes capables de fabriquer avec nos capacités intellectuelles. Après 18 ans d'expérience qui ont permis d'accompagner en Europe, en Afrique et aux USA l'assistance publique des 39 hôpitaux de Paris avec leurs 8,3 millions de patients par an, l'autorité européenne des marchés financiers, l'agence spatiale européenne, la mairie de Paris, Europcar et Walt Disney Company, Amadou Sylla, 2 fois premier de la République au concours général de mathématiques en 1999 et en 2000, parti de Guinée il y a 20 ans et passé par le système des grandes écoles d'ingénieurs à étoiles en France, le New Jersey Institute aux USA, Microsoft, IBM et Accenture, Amadou Sylla, avec sa société Axceler Advisory, se lance à la conquête du marché africain avec près de 50 solutions
totalement digital au service du secteur privé. Santé, éducation, télécommunications, médias, production industrielle, marketing, transport, logistique, télédistribution. Son message est simple, fournir à la population guinéenne et africaine des solutions très innovantes pour les entreprises de toute taille défiant toute concurrence. Alors, la question qu'il faille se poser, comment en est-il arrivé là? 4 clés plus une clé bonus pour pouvoir modéliser le succès d'Acceler Advisory, mais au-delà de ça, de Amadou Sylla qui est à la tête de cette société-là. La première chose que vous pouvez retenir, c'est qu'Amadou Sylla était dans ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire à la hauteur de ses compétences, à la hauteur des challenges auxquels il est confronté. N'oubliez pas qu'il a 18 ans d'expérience dans ce domaine-là, qu'il a envoyé à pouvoir toucher à toutes les typologies de projets auxquels il peut être confronté dans son secteur d'activité. Et au-delà de la compétence qu'il a pu développer pendant ces 18 ans et des différents défis auxquels il a pu être confronté, cela lui a prévalu justement de pouvoir être dans le flow. Pour la simple raison que si les compétences dont vous disposez vis-à-vis d'un projet sont supérieures par rapport au challenge auquel vous êtes confronté, vous vous ennuierez tout simplement, vous stagnerez. Par contre, quand les challenges aussi sont beaucoup plus supérieurs aux compétences dont vous disposez, dont vous régorgez, vous serez continuellement stressé. Et donc, la clé, c'est d'être à la hauteur de ces compétences, à la hauteur des challenges auxquels on est confronté. Ça, c'est la première clé à retenir pour modéliser le succès d'Acceler Advisory. La deuxième clé, c'est l'envie de partager, l'envie de donner, qui s'explique par ce sentiment de redevabilité vis-à-vis de sa nation qui l'ont envoyé pendant toutes ces années-là à retenir que 5 jeunes parmi les 10 restant au moins d'un concours. Et ces 5 jeunes qu'il retient sur les 20 par an pendant 9 ans lui ont permis d'avoir 45 jeunes guinéens formés par lui en Guinée, qui résident en Guinée et qui résolvent les problèmes que rencontrent ses clients qui se retrouvent en Europe et aux États-Unis. Et donc, cette deuxième clé, qui n'est rien d'autre que ce sentiment de redevabilité, explique quelque part pourquoi il en est là où il est aujourd'hui. Et la troisième clé pour modéliser le succès d'Acceler Advisory s'explique par le travail acharné. Il réussissait à cumuler 56 heures de travail supplémentaires pendant qu'une semaine, on n'a que 40 heures de travail. Et lui réussissait à faire 96 heures de travail. Et cela n'est possible qu'à une seule raison, quand on est passionné par le travail qu'on fait, parce qu'en ce moment, on ne voit plus le temps passer. La quatrième et dernière clé que vous pouvez retenir de ce magazine qui peut vous permettre au retour de pouvoir modéliser son succès, c'est de casser la routine à un moment donné, accepter de sortir de votre zone de confort. Quand on a eu toute l'expérience qu'il a pu avoir, en ayant connu toutes ces différentes typologies de projets qui sont liés à son métier, à son domaine d'activité, qu'est-ce que vous attendez de plus? En ce moment-là, il faut oser se lancer à son propre compte. Et c'est ce qu'a fait Amadou Sylla avec sa société Acceler Advisory. Et comme clé bonus, quel est le système de rémunération qu'il a mis en place pour pouvoir rémunérer ou payer, si vous voulez, ou récompenser ses collaborateurs, c'est-à-dire les gens avec lesquels il travaille sur la Guinée. Il est passé par ce qu'on appelle le principe d'agilité. Et ce principe de l'agilité signifie tout simplement qu'il faut scinder ses projets en des fiches. Et chaque fiche a un coût. Ce qui fait que chaque jeune est payé ou rémunéré en fonction du nombre de fiches exécutées. Alors pour terminer, j'ose espérer que vous aurez tiré le maximum de profit dans ce magazine afin vous aussi de pouvoir passer à un autre niveau dans votre vie. Alors on se retrouve à très bientôt pour un prochain numéro de ce magazine dans les coulisses. Merci.